Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender, toujours dans la formation. Et aujourd'hui, vidéo ultra importante parce qu'on va parler de compositing. Alors là, si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous dites peut-être, mais attends Michael, on a déjà vu le compositing sur celle juste d'avant. En fait, oui et non. J'ai fait exprès sur la vidéo précédente de vous montrer un petit peu le potentiel du compositing en allant un petit peu vite pour imager les propos, mais on n'a pas vraiment vu les bases, on n'a pas vraiment vu le pas à pas. Vu que le compo c'est quelque chose qui est assez complexe et qui doit être imagé selon moi, j'ai décidé d'abord de vous montrer un petit peu ce que pouvait faire l'outil de compositing de Blender, mais aujourd'hui on va vraiment restructurer toutes les connaissances que vous avez sur ça, à quoi ça sert le compositing, pourquoi c'est important, les avantages, les inconvénients de faire du compo, comment on enregistre une image compositée, comment on change la couleur d'un objet, comment on vient changer les lights sans en faire un rendu. Tout ça, on va le voir dans plein de vidéos, rajouter du motion blur, de la DOF, etc., etc. Donc, le compositing, pourquoi c'est ultra important? Si vous travaillez sur un projet tout seul, ça va vous permettre de faire plein de modifications, mais c'est pas là où vraiment vous allez tirer parti de la pleine puissance du compo. Là où ça prend vraiment tout son sens, c'est si vous travaillez à plusieurs ou même à l'échelle d'un studio, parce que le compositing, ça va avoir pour avantage d'apporter des modifications à une image sans relancer de rendu. Ça, c'est peut-être le point positif numéro 1 du compo. Ça permet par exemple de changer la couleur d'un objet, d'ajouter une intensité de light, de couper les réflexions sur un objet. Là où, sans utiliser le compositing, on est obligé de relancer un rendu en changeant le shader, en changeant l'intensité d'une light et relancer une image, ce qui prend énormément de temps en termes de process. Il faut vous dire que là, on va travailler sur une image fixe, mais sur un film d'animation à 24 images secondes découpé en plusieurs passes, une image, ça peut être plusieurs dizaines d'heures. Donc relancer ça, c'est très coûteux en temps machine, principalement, et du coup en argent. Pareil chez vous si vous travaillez sur Blender. Donc il faut vous dire que l'avantage du compositing, c'est de modifier des choses sans relancer en rendu. Concrètement, comment ça marche en termes de pipeline? Parce que là, c'est un petit peu compliqué d'en apercevoir. Par exemple, là, j'ai une scène. Si je fais F12, j'ai une image classique qui va se rendre. Mais si je veux, par exemple, baisser les réflexions de cet asset-là, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas donné la possibilité à mon moteur de rendu, à savoir Cycles, de décomposer mon image. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le compositing, parce que le but de compositing, c'est de réassembler une image au préalable découpée. Comment ça marche concrètement sur un pipeline relativement classique? Donc je vais, hop là, afficher par exemple un image editor. Je vais mettre juste ici et normalement, non, je vais passer en 3D. Tac. Je vais faire exprès de me décaler par exemple juste ici et comme ça je vais pouvoir dessiner. Tac, parfait. Donc faut vous dire que là, actuellement, ce que je vous ai montré, c'est j'ai une scène de base, tac, une scène 3D. Je fais ce qu'on appelle un rendu. Donc ça, normalement, vous connaissez. Alors j'écris à la souris, donc soyez indulgents. Et en sortie, actuellement, j'ai quoi? J'ai une image. Ok? Donc une image qu'on va appeler une image plate qui n'est pas découpée. Donc ça veut dire que dans ça, c'est exactement ce que j'ai ici en F11, c'est ce qu'on appelle une beauty, c'est ce que Blender appelle une combine. C'est-à-dire que c'est l'image combinée finale de toutes les interactions, de tout ce qu'a dû calculer le moteur de rendu. Mais il faut dire que pour en arriver là, le moteur de rendu, il a fait quoi? Il a compilé de la géométrie, il a calculé l'ambient occlusion, il a calculé potentiellement la distance d'affichage, il a calculé les normales des assets, il a calculé les directs et indirects des rebonds de lumière, il a calculé l'albédo qui est la couleur, il a calculé la réflexion, les réfractions, différentes sources de lumière, etc., etc. Là, le moteur de rendu, par défaut, il prend toutes ces données-là pour les compiler et pour en faire une image. Pour faire un compositing propre, on va devoir dire à Blender, au lieu de faire ton rendu, de compiler ici, parce que là, on a une notion de compilation pour calculer ton image, en fait, tu fais pas ça, mais quand tu fais ton rendu, je veux que tous les calculs qui, par défaut, tu fais sous le capot, en back, sans le montrer à l'utilisateur, je veux que tu les découpes. Parce qu'en fait, tout ça, il le calcule déjà, il est obligé de le calculer pour arriver à l'image finale. On va juste lui dire, là, tu le calcules, mais tu me le gardes de côté et tu me l'affiches. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des AOV, Arbitrary Output Variable ou Arbitrary Output Value. En fonction des sites, vous n'allez pas trouver la même définition. Moi, en principe, je dis Arbitrary Output Variable, mais des fois, vous allez trouver Value sur certaines docs. Oh, c'est relativement la même chose. En gros, ça permet d'exposer certaines données par le moteur de rendu, qui sont différentes du coup d'un moteur de rendu à l'autre. Donc là, on va lui dire, ça, tu me l'affiches. Du coup, par exemple, il va mettre ce qu'on appelle un albédo. Il va pouvoir afficher, par exemple, les directs de mes éclairages. Il va pouvoir afficher mes indirects. Voilà, pour faire simple.
Il va pouvoir afficher la distance, donc on va dire le Z. Il va pouvoir afficher l'ambient occlusion. Il va pouvoir afficher tout ce que vous voulez en fait, toutes les informations, des informations par light. Et tout ceci, une fois que vous l'avez, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un back to beauty. On va appeler ça BTB. Et le back to beauty, en fait, ça fait le fameux combine qu'on avait tout à l'heure. Et en sortie, vous allez avoir une image qui résulte en fait de la combinaison de différents paramètres qui ont été découpés. Alors ça, il va nous falloir quelques vidéos pour arriver à faire ce pipe-là de manière manuelle. Aujourd'hui déjà, on va voir une version un petit peu alternative où je vais juste vous montrer comment prendre une image, rajouter par exemple de l'exposition, changer les couleurs et l'enregistrer. Donc globalement, comment faire un traitement. Parce que l'avantage de ça, c'est quoi, si vous l'avez compris? Mais vu que là, on a ce qu'on appelle le back to beauty qui est la combinaison des informations, ces informations-là qui sont découpées, je peux les modifier. Et donc ça veut dire que si je modifie une information à la source, mon processus de recréation d'image va lui aussi être modifié. Exemple typique, dans mes indirects, on va dire que là, j'ai par exemple toutes mes réflexions. Je vais pouvoir carrément supprimer ça, et ça veut dire que dans mon image finale, j'aurai plus aucune réflexion. Alors ça peut paraître anodin, mais ça veut dire que là, si je trouve qu'il y a trop de réflexions sur cet asset-là, plutôt que annuler mon rendu, changer le shader, bouger la roughness, relancer en rendu, ultra long, ultra laborieux, je vais pouvoir sélectionner mon asset avec différents outils qu'on verra également dans d'autres vidéos, et lui dire, là, tu coupes la réflexion. Et du coup, dans mon image finale, elle va prendre en compte ces nouvelles informations pour la compilation, et j'aurai plus de réflexion. Ça, c'est, on va dire, des AOV classiques. On a aussi des AOV un petit peu plus complexes. Par exemple, la passe de Z, qui est la profondeur. Grâce à ça, je vais pouvoir, ça c'est plus un AOV de données, de data, je vais pouvoir lui dire, en fonction de la profondeur, tu me rajoutes du mist, donc une sorte de brouillard. En fonction de la profondeur, tu me rajoutes du depth of field, donc une profondeur de champ pour avoir du flou en fonction d'un objet ou d'un point. Je vais pouvoir lui dire également, tu me fais du motion blur parce qu'on pourra avoir une passe de vélocité. Voilà, la velocity, qui est ultra intéressante. Et également, ultra important, j'ai des passes de light. Donc là, je pourrais très bien dire, j'ai 10 lights dans ma scène, plutôt qu'au relancer en rendu, je pourrais directement en compositing, changer la couleur d'une lumière, augmenter l'intensité, en réduire certaines, carrément éteindre des lumières, et ça c'est ultra pratique. Donc voilà globalement comment ça fonctionne. Il faut bien comprendre que pour qu'un compositing soit optimal et vous permette d'avoir la main sur ce que vous voulez, il faut d'abord dire au moteur de rendu, en l'occurrence Cycle sur Blender, de vous exposer les paramètres pour avoir la main sur ces derniers. Si par défaut j'ai pas ça, je peux rien faire en compositing. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, justement, on va faire exprès de rien afficher. Au passage, comment je fais les AOV que j'ai écrits à droite pour en rendre certains? Je pourrais par exemple ici aller dans le View Layer, et vous voyez que par défaut, il a le Combine, qui est la Beauty. Et là, il y en a certains que j'ai écrits. Donc, l'ADES, c'est en fait le Z, on a les normales, on a les positions, on a les vecteurs, ça c'est pour la vélocité, les UV, on a d'autres informations de denoising data si on veut denoiser l'image ou autre. On a plein d'AOV de debug pour savoir le sample count par exemple, où est-ce que Cycles a projeté des rayons. On a tout ce qui est propre à la light, vous voyez, avec les directs, les indirects et les colors. Et ça, c'est ultra important. Donc moi, je vais mettre par exemple l'ambient occlusion, direct, indirect, color, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et on va dire que c'est bon. Ok, je vais mettre normal aussi, comme ça vous voyez comment ça fonctionne, et UV. Allez, pourquoi pas. Et là, je vais faire un F12. Et cette fois-ci, Blender, au fur et à mesure qu'il va calculer, il va garder en mémoire toutes les informations que je lui ai demandées ici, à savoir la combine, normal, UV, direct, indirect, etc. Je peux les voir directement ici. Vous voyez, j'ai la combinaison qui est la résultante de toutes les opérations qu'il a pu faire pour avoir une image finale. J'ai la normale, j'ai les UV par exemple, donc c'est les UV qu'on a fait, donc vous voyez qu'ils sont pas terribles, mais c'est normal, on s'est pas pris la tête pour ces assets-là. J'ai la diffuse directe, j'ai la diffuse indirecte, qui sont les rebonds intermédiaires, j'ai la diffuse color, qui est l'albédo, donc ça c'est ultra important. Ça, faut vous dire que en plus, si vous êtes un surfacing artiste, il y a une très forte corrélation entre la manière dont vous allez constituer les shaders et la manière dont les AOV vont retranscrire ces infos. Par exemple, l'albédo, qui est appelé ici diffuse color, il y a plein de noms sur ça. Des fois, on appelle ça. Donc, il y a albedo, il y a diffuse, il y a color, tout simplement. Il y a plein de manières de l'appeler, mais globalement, alors il y a des petites différences. Des fois, il y en a qui prennent en compte des réflexions ou autres. Nous, là, on va appeler ça diffuse color.
Ça veut dire que quand vous faites votre shader, quand vous êtes sur le node diffuse, donc vous voyez si je prends hop là, ce mug là, si je vais afficher mon shader editor, juste ici, je passe en mode rendu, vous allez voir un petit peu que tout se croise. Donc là normalement, dans votre tête, il y a tout qui va se croiser un petit peu. Si je prends par exemple, alors le shader est un peu compliqué, donc on va peut-être pas le faire sur là, on va le faire sur le sol. Donc le sol, vous voyez, son diffuse ressemble à ça. Si je prends ici mon diffuse color, ce que j'ai mis dans la base color, et que j'affiche uniquement ça, vous voyez que ce que j'ai ici, c'est exactement ce que j'ai à droite là. Donc ça veut dire que mon base color que j'inscris dans mon shader, il va lui aussi être redécomposé dans mes AOV pour permettre du compositing. Donc tout est étroitement lié en fait. Parce que la manière dont vous constituez vos shaders, vous voyez qu'on a des choses similaires. Hein. On a le base color, on a la normale qu'on retrouve dans les AOV, on a les directs et indirects sur les spéculaires. Donc sous ceci, il faut vraiment comprendre que le moteur de rendu, ce sont des informations qui compilent pour les recracher, entre guillemets, et vous permettre de les afficher et de travailler avec. Donc voilà, j'en ai plein ici. Bon, j'ai l'ambient occlusion, ça normalement vous connaissez, et j'ai l'image noisy et denoise, par exemple. Donc tout ceci c'est bien beau, mais qu'est-ce que je peux en faire? On va voir de suite un nouvel outil qu'on n'a pas encore ouvert, sauf dans la vidéo précédente, mais on va dire qu'on l'a pas vraiment vu. C'est ce qu'on appelle le compositor. Le compositor, c'est l'outil de compositing proposé par Blender. Donc, je vais faire CTRL espace pour l'ouvrir en grand. Et là, on va voir les bases de ce dernier. Ça fonctionne un petit peu comme les shader editor ou le Geometry Node, c'est-à-dire qu'il faut se créer ce qu'on appelle un node group de compositing. Donc je vais cliquer sur New et je vais l'appeler par exemple Compo 001 parce que je vais pouvoir faire plusieurs tests. Et là vous remarquez une chose intéressante, c'est que par défaut on a une entrée et deux sorties. On pourrait se dire une entrée et une sortie, on a deux sorties. C'est ultra important, on va voir pourquoi. Là c'est littéralement mes fameux render layers. Donc quand je parlais tout à l'heure d'AOV, là aussi il y a plusieurs nomenclatures en fonction de logiciel. Render element, render layer, AOV. Donc là on appelle ça les render layers dans le compositing. Donc c'est pas ultra homogène dans Blender parce que tout à l'heure on appelait ça des passes, encore un autre nom, dans l'autre interface. Là c'est ce qu'on appelle un render layer. Et vous voyez que j'ai bien l'image qui au final est l'équivalent du combine. J'ai bien ma normale que j'ai affichée, mes UV, direct, indirect, etc., etc. Comment ça se fait que par défaut je vois rien? Pour afficher en background directement ce qu'on fait, je vais cliquer ici sur Backdrop et automatiquement, vous voyez, qu'il va m'afficher en fond mon image. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, il y a des raccourcis clavier qui sont intéressants à connaître, notamment V et Alt-V pour zoomer et dézoomer. Vous avez le contrôle, alors le clic molette qui permet de déplacer les nodes, vous avez le contrôle clic droit qui permet de cut les liens comme dans le shader editor, et le Alt clic molette qui permet de déplacer l'image en backdrop. C'est pas ultra intuitif, je vous avoue, là aussi ça manque de cohérence sur l'intégralité du logiciel. Malheureusement, on est obligé de faire avec. Si je veux afficher une image spécifique, il faut vous dire que ce que vous avez en fond ici, sur le backdrop, c'est mon fameux viewer, qui normalement vous parle si vous avez déjà fait du Geometry Node. Si je veux afficher par exemple mon alpha, je peux prendre mon alpha et le mettre ici. Si je veux afficher ma normale, je peux prendre ma normale et le mettre ici. Si vous voulez un raccourci clavier ultra pratique, CTRL SHIFT clic gauche, comme dans les shader editor, ça vous permet d'afficher à chaque fois l'output sur la sélection. Donc on va faire quelque chose aujourd'hui de très simple, c'est qu'on va par exemple mélanger l'ambient occlusion, qui est juste ici, avec ma diffuse de base. Pourquoi on va faire ça? Ça va permettre de mettre un petit peu en avant, de marquer un petit peu plus les ombres de contact. L'ambient occlusion, c'est ce que c'est. C'est une ombre de contact quand vous avez deux éléments très proches, avec les rebonds de la lumière, qui pourraient être infinis sur quelque chose comme ça, mais ça va créer une sorte d'ombre sur les éléments très proches qui ressemblent à ceci. Donc moi, je vais vouloir mélanger mon image avec mon ambient occlusion. Donc je vais faire ce qu'on appelle un mix color, comme ceci. Je vais faire un mix color. Je vais prendre mon image de base que je vais mettre dans le A, je vais prendre mon ambient occlusion que je vais mettre dans le B, et je vais avec CTRL SHIFT clic gauche afficher ce que ça donne. Par défaut, ça fait un truc bizarre, parce qu'on est sur un mix classique. Donc le mix classique, il a un facteur ici, et il dit soit je prends mon image de base, soit mon image en deux, donc en A ou en B, et je les mélange. Mais moi, je veux les multiplier, donc je vais passer en mode multiply, et là, ça vous permet, vous voyez,
de gérer l'intensité de multiplication. Donc si je le mets à 0, j'ai mon image de base sans la multiplication. Et si j'augmente un petit peu, vous allez voir notamment ici sur les contacts avec les mugs, que ça va me permettre, ou là, ça va très bien se voir je pense, que ça va permettre, vous voyez, d'accentuer un petit peu mes contacts. Alors là, il y a quelque chose qui n'est pas fou, c'est que vous allez voir que si je multiplie un petit peu trop, imaginons qu'on soit satisfait du résultat, par exemple comme ceci, alors c'est trop, mais c'est pour l'exemple, on a une sorte de noise qui apparaît. Pourquoi j'ai un noise? J'ai un noise parce que quand j'ai fait mon rendu dans Blender, juste ici, j'avais coché le denoise, juste là. Donc ça veut dire que sur mon image de base, à savoir celle-ci, elle est denoisée. Donc il y a une sorte de passe qui est passée dessus, ça fait beaucoup de passes, mais vous m'avez compris, qui a traité l'image pour enlever le noise. Si je veux faire quelque chose d'un petit peu plus cohérent, on va faire le denoise directement en compositing. Et pour ça, on va utiliser un node spécifique, mais surtout on va utiliser une autre entrée. Parce que là, ça veut dire qu'à Blender, je demande de multiplier une image qui est denoisée, à savoir cette image-là, avec une image qui, elle, a encore du noise, à savoir l'ambient occlusion. Si j'affiche l'ambient occlusion, vous voyez que là, j'ai du grain. Si j'affiche, enfin c'est du noise, c'est pas pareil, pardon, c'est très important, c'est du noise. Si j'affiche mon image de base, il n'y a pas de noise. Par contre, si j'affiche mon noisy image, là j'ai du noise. Donc je dois avoir une cohérence. Donc en fait, ce que je dois faire, c'est pas multiplier mon image denoisée avec mon ambient occlusion qui a du noise, mais c'est multiplier mon ambient occlusion avec ma noisy image. Et là, j'aurai quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Alors ça fait beaucoup de sorte de bruit, voilà, qui est présent sur l'image, mais c'est pas très grave, on a quelque chose qui s'appelle le denoise, qui me permet de traiter l'image en sortie, comme ceci, et là, j'ai mon image qui est cohérente. Alors c'est un petit peu trop, je vais mettre du 0,75 par exemple, tac. Vous voyez, ça m'a permis de rehausser un petit peu tous les ombres de contact. Alors comment je fais? Le denoise est ultra bourrin, du coup vous voyez on perd plein de détails, faudrait pas le faire comme ça mais c'est pas très grave. Normalement il y a plein de petits réglages. Comment je fais si je veux comparer mon ancien résultat au nouveau? Il y a plusieurs choses. On a quelque chose qui s'appelle le split, hop là, comme ceci, qui permet de comparer deux images. Donc je pourrais très bien lui dire, compare mon image en sortie du denoise avec par exemple l'image de base, comme ça. Et là vous voyez, alors on a la rotation, si vous voulez tourner un petit peu la manière dont on va comparer les deux. Là vous voyez, on peut décaler ça, et en temps réel, on peut voir un petit peu ce que ça donne. Alors je dis en temps réel, mais ça rame un peu. Pour que ce soit plus rapide, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez déjà dans les options passer en GPU, et là ça va être interprété par du GPU. Donc si je bouge, vous voyez que c'est un chouïa plus rapide. Mais là c'est quand même des options, le denoise, qui est assez lourd parce qu'il doit traiter l'intégralité des pixels. Donc c'est pas si simple que ça. Ça peut paraître anodin de faire ça, mais c'est pas si simple. Donc on remarque que quand on a multiplié nos deux images, on a perdu un petit peu en luminosité, on a perdu en exposition. Donc je vais mettre un node exposure, je vais mettre juste ici, et je vais mettre une exposition par exemple à 0,5. Tac, pour rehausser un petit peu mon image. Et là vous voyez, si je compare, je commence à retomber un petit peu sur ce que j'avais tout à l'heure, tout en accentuant les ombres de contact. On peut par exemple le voir très bien juste ici, si on s'intéresse à cette zone-là. Et quand je décale, ça c'était avant, ça c'est après. Donc là, imaginons qu'on soit satisfait. Je peux supprimer mon split ou le mute avec M. Comme ça, il ne s'affiche plus. Il désactive le node. Enfin, ça, j'essaie de vous donner des raccourcis qui sont un petit peu utiles. Imaginons que l'on soit satisfait. On peut se dire, c'est super, maintenant quand je vais faire un rendu, ça va faire ce denoise. Donc naïvement, on fait un F12. Ok, il y a un process qui passe, c'est parfait. Tac, j'ai mon image. Mais là, mon compositing, il s'est pas fait. Pourquoi mon compositing s'est pas fait? Ça, c'est peut-être la chose qui revient le plus souvent dans les questions des gens qui débutent en compositing. Je vous ai dit au début qu'il y avait deux sorties. On a la sortie viewer, qui est l'espace de travail local avec le backdrop quand vous travaillez ici, c'est une sorte d'aperçu. Et on a ici le groupe output image. Ça, en fait, c'est ce qui s'appelait avant, je crois, dans les anciennes versions, le composite en termes de sortie, maintenant il l'appelait groupe output. C'est ultra important parce que là, ça veut dire que si je suis ce chemin-là, il n'y a aucun traitement dessus. C'est ce qui se passe quand je fais F12. Mon F12, il fait mon image, il le connecte ici en faisant tous les traitements, à savoir 0 traitement ici, et on a la sortie similaire à l'entrée. Si je veux faire le même traitement dans mon viewer et dans mon output, j'ai juste à prendre ce node-là, à le relier juste ici ou juste là, ça revient au même en termes de route. Et maintenant, si je fais un F12, vous allez voir qu'il fait le rendu. Et une fois que le rendu est terminé, vous allez voir qu'en haut, il va faire compositing. Il finit les samples. Hop là, compositing est passé très rapidement. Et là, j'ai mon compositing. Et du coup, le composite que j'ai là, vous pouvez voir par défaut votre beauty qui est le combine avec
le composite qui est juste ici. C'est exactement l'équivalent de ça entre l'entrée et la sortie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en mémoire, ne pas oublier de relier l'élément, sinon vous allez perdre tout votre travail, du moins il ne sera pas enregistré dans l'image. Si malgré tout vous avez fait une erreur, parce que là l'avantage c'est que vous pouvez facilement faire un image, save as et enregistrer l'image. Si vous avez fait une erreur, c'est pas très grave si vous êtes sur une image fixe, vous pouvez sélectionner le viewer, aller ici dans Node et faire un save viewer image, qui sera un petit peu plus compressé que celle présente ici, en fonction des nodes que vous avez utilisées. L'avantage également, si vous passez directement par le groupe output, c'est que si vous faites un rendu de séquence d'images, par exemple, tout ce traitement va être appliqué individuellement à chaque image avant d'exporter la vidéo, par exemple. Donc c'est ultra important. Quelque chose qui est présent dans Blender depuis quelques temps et qui est également ultra utile, donc je vais mettre le compositor juste ici. Pas besoin d'activer le backdrop cette fois-ci. Tac. C'est que si je passe ici dans mon render, ben, l'inconvénient c'est que ici, j'ai pas mon traitement qui est appliqué. Mon traitement, pour qu'il soit appliqué, je suis obligé actuellement de faire un rendu et de le visualiser après coup, a posteriori. Ce serait intéressant quand même, qu'on puisse voir en temps réel dans ma viewport le compositing. Et bien on peut le faire dans Blender en cliquant sur la petite flèche et en cliquant par exemple ici sur caméra. Et vous voyez que, alors c'est normal que des fois ça plante un petit peu, c'est parce qu'il y a des nodes qui sont pas forcément compatibles. Et en plus avec la dernière version, ça a tendance à cracher. Mais là, en théorie, vous êtes censé pouvoir voir en temps réel le compositing de mon image. Alors si ça marche pas, ça peut venir de plusieurs raisons. Soit vous avez utilisé des nodes ici qui sont pas forcément compatibles avec votre rendu, soit vous avez utilisé, vous voyez, une gestion de pass. Et vous le met ici, pass not supported. Donc ça c'est un petit peu les limitations. C'est que si vous voulez utiliser le compositing temps réel dans Blender, vous êtes obligé de faire des modifications d'image directement sur ce qui est calculé dans la viewport, à savoir sur l'image ici. Exemple typique, si je prends mon image juste ici, je mets, allez, exposure, on va faire exprès de la booster, on va la mettre à 3, ça va être ultra cramé mais c'est pas très grave, je fais ceci. Si je passe ici un aperçu, vous voyez que là ça fonctionne. Donc ça veut dire que je pourrais très bien cut mon exposure, ça marcherait. Je pourrais par exemple mettre un color balance juste ici, changer un petit peu voilà, mes couleurs. Alors je fais exprès de faire quelque chose absolument ignoble, mais c'est pas très grave. Voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Je vais quand même baisser un petit peu le facteur parce que sinon on va devenir aveugle. Et ici je vais mettre une expulsion à 0,2. Voilà, par exemple quelque chose qui ressemble à ça, imaginons, c'est notre DA. Mais l'avantage c'est qu'en temps réel je vais pouvoir modifier ici les valeurs et voir ce que ça donne directement dans ma viewport. Et là du coup vous vous dites peut-être mais c'est un peu contre-intuitif parce que tu nous as dit au début qu'il fallait découper un AOV pour faire un traitement. Oui. Et du coup c'est une grosse limitation de Blender, c'est que pour voir du compositing en temps réel, on ne peut pas utiliser du multipass, ce qui est un petit peu dommage. Alors, je crois qu'il y a certaines passes qui sont supportées, mais pas toutes. Il faudrait que je me renseigne exactement sur la liste, mais c'est quand même un petit peu dommage. Vous voyez, si je les affiche ici, pardon, tout ce qui est direct et indirect, ça fonctionne pas. En fait, tout ce qui nécessite une compilation du moteur de rendu qui est un petit peu lourd, Blender ne pourra pas le prendre en compte sur du temps réel. Bon, c'est quand même ultra chouette, parce que faut vous dire que ça, c'est très rare dans un logiciel de 3D de pouvoir afficher un traitement d'image en compositing en temps réel sans avoir à lancer un rendu. Pour que ça fonctionne avec du multipass, il y a quand même des solutions. Hein. Il faudrait enregistrer ces images-là dans des EXR, les lire en temps réel, et là ça fonctionnerait, parce que je l'ai déjà utilisé, donc c'est sûr que ça marche. Donc on est obligé de faire un processus un peu plus complexe. Je sors toutes mes AOV, je les mets dans des images, je les lis dans mon compositing, et ensuite en temps réel ça fonctionnerait. Voilà, l'avantage d'afficher également le compositing en temps réel, c'est quoi? C'est que vous remarquez certainement que tout ce qui est surfacing, lighting et compositing est étroitement lié. Donc si vous savez que votre direction artistique ensuite sur les couleurs, ça va être ce traitement-là, bah, c'est un petit peu dommage de faire un surfacing qui ensuite, post-compositing, aura pas tout à fait le visuel que vous voulez, donc vous allez faire plein d'allers-retours. Là, l'avantage, c'est que je peux modifier mon compositing, mon shading, pardon, directement en prenant en considération mon compositing. Donc par exemple, mon bois, voilà, si je sélectionne ici, bah, je trouve que il est, du coup, il ressort pas de la manière que je veux. Bah, je peux faire un mix color, que je peux mettre juste là. Vous voyez, je peux changer la couleur de mon bois, et en temps réel, je vais voir l'aperçu du bois post-traitement compositing. Du coup, j'aurai pas de surprise quand je vais faire un rendu, j'aurai le même résultat. Donc ça, c'est quand même très cool.
Je ne vous ai pas montré, mais il y a 2 boutons. Il y a le caméra pour faire en sorte que le compositing s'applique uniquement quand vous êtes en vue caméra. Mais dès que je sors, hop là. Oui, pardon, j'ai bugué. Je sais que j'ai changé ça. Dès que je sors, vous voyez que le traitement de couleur n'est plus le même. D'ailleurs, on le voit ici sur la zone de la caméra. Alors que si je me mets en Always, même si je sors de ma caméra, le traitement de couleur qu'on a mis dans le compositing sera toujours appliqué. Donc ça, c'est à vous de voir. J'avoue que moi, j'aime bien le mettre en Always. Comme ça, je ne suis pas dépendant de la caméra. Mais des fois, ça permet de faire le travail dans la vue 3D sans être pollué, entre guillemets, par le compositing. Et dès que je passe en mode caméra, paf, afficher le traitement. Donc c'est une introduction un petit peu globale du compositing. On fera des cas plus spécifiques, concrets dans les prochaines vidéos. Vous allez voir que du coup, ça va vous parler un petit peu plus. On verra par exemple comment changer la couleur d'un seul élément sans repasser par le rendu. On verra comment couper une light sans repasser par le rendu. On verra comment faire un back to beauty. Donc ça, on le verra certainement plus tard. Je ne sais pas si on le verra dans cette formation ou si on fera quelque chose à part parce que c'est quand même un petit peu technique, un petit peu complexe. On verra comment rajouter du motion blur. On verra comment rajouter du depth of field, avec toujours les avantages et inconvénients de calculer ça en 3D et de calculer ça en compositing. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus.